VOA Afrique. Lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kigali, 44 pays africains ont signé un accord historique marquant le lancement de la zone de libre-échange continentale, la ZLEC. L'intégration panafricaine en marche, c'est le thème de cette nouvelle édition de Washington Forum. Sur le chemin de l'unité africaine, de nombreux obstacles à surmonter. Le Nigeria, poids lourd économique du continent, n'était pas au rendez-vous. Il n'est pas le seul à ne pas avoir signé. Alors, pourquoi une zone de libre-échange continentale? Qu'est-ce que cela implique pour les pays signataires? La ZLEC est-elle une aubaine pour les entrepreneurs africains? Autant de questions que nous allons aborder dans Washington Forum. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Et c'est historique, l'Union africaine en parlait depuis 2012. L'accord créant la zone de libre-échange continentale, la ZLEC, a été signé par de nombreux chefs d'État africains à Kigali. Un accord bienvenu, car jusque-là, le commerce entre les pays africains ne représentait que 16%. Retour sur ce sommet extraordinaire avec Dili Diko. C'est fait. La zone de libre-échange continentale a vu le jour. 44 pays africains ont conclu l'accord. Cet accord traite des échanges de biens et de services. Ce sont ces types de produits complexes qui font croître les économies. L'UA estime que la création d'un marché libéralisé donnant lieu à une élimination progressive des droits de douane entre membres de la ZLEC permettra d'augmenter de 60% le niveau du commerce intra-africain d'ici 2022. À ce jour, seuls 16% du commerce des pays africains s'effectue avec d'autres pays du continent. L'absence du Nigeria, l'une des plus grandes économies du continent, pose clairement un frein à l'aboutissement d'un espace d'échange entièrement intégré. Parmi les autres non-signataires figurent l'Érythrée, le Burundi, la Namibie et la Sierra Leone. Par contre, certains pays protectionnistes comme l'Algérie ont signé le traité dont l'objectif principal est de favoriser le développement économique de l'Afrique en mettant l'accent sur la lutte contre la pauvreté. L'une des difficultés pour le commerce africain est que les pays africains font très peu de production industrielle et de transformation au niveau local. Il y a toujours eu cette question qui est de savoir qu'est-ce que nous allons échanger. Et si la plupart de ce que nous produisons sont des matières premières, comment augmenter les services? Pour entrer en vigueur, l'accord doit encore être ratifié à l'échelle nationale par les pays signataires. Un autre sommet est prévu en juillet en Mauritanie. L'organisation panafricaine espère que d'ici là, les pays ayant des réserves se décideront à signer le traité. Et plusieurs invités pour nous accompagner au téléphone en direct de Kigali au Rwanda. L'ambassadeur représentant permanent de l'Union africaine auprès de l'Union européenne, Hamad Sakina Ouad. Et avec moi sur notre plateau dans la capitale américaine, Leila Ndiaye, vice-présidente Initiative for Global Development. Elle a une expérience très large car elle a travaillé aussi beaucoup pour la Chambre de commerce aux affaires africaines en tant que directrice et politologue, ancienne conseillère de Laurent Gbagbo. Biova Kabine, directeur des investissements et des infrastructures pour Corporate Council en Africa. Et au téléphone en direct d'Abidjan, Prime Nyamouya, économiste. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. La ZLEC devient réalité. L'Union africaine parlait depuis 2012 de cette zone qui pourrait réunir 1,2 milliard de personnes avec un PIB cumulé de presque 3 000 milliards de dollars. Ambassadeur Hamad Sakina Ouad, est-ce un projet réaliste à mettre en œuvre? Merci madame et bonsoir à tous ou bonjour. Vous savez, c'est la signature de l'accord de la zone de libre-échange continentale est un grand projet phare parmi les projets qui sont attendus depuis longtemps, et c'est inscrit dans notre agenda 2063. Vous savez, le commerce a été toujours quelque chose d'assez important
dans les cadres du brassage, dans les cadres aussi du développement, dans les cadres du bien-être des populations. Donc c'est la raison pour laquelle vraiment le 21 mars est un jour historique pour l'Afrique, historique pour les peuples africains, parce que l'Afrique est représentative, l'Afrique est un tout, l'Afrique a toutes les richesses. Donc c'est la raison pour laquelle donc, les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à signer cet acte qui est très important pour l'avenir de l'Afrique. Monsieur l'ambassadeur, vous étiez donc au sommet à Kigali, vous y êtes toujours au Rwanda. Quels ont été les points qui ont fait débat? Effectivement, vous savez, je pense qu'on a une unanimité dans les débats. Dans les débats, l'objectif recherché était d'abord la mise en place de cette zone de libre-échange continentale. Comme vous le savez, pour que l'Afrique ait une intégration, par exemple, la mobilité des personnes, les échanges intercommerciaux en tant que tels, il faut nécessairement ouvrir les espaces. Donc l'Afrique a déjà posé un jalon à Addis Abeba dans le cadre de son espace aérien. Donc il y a eu la signature de la convention ouvrant l'espace aérien, ça c'est une chose. Nous avons signé également, vous l'avez tous vu et vous l'avez même dit dans votre intervention tout de suite. Donc nous avons les grands projets qui est l'intégration. L'intégration ne peut se faire qu'à travers cette zone de libre-échange commercial. Donc nous voulons industrialiser l'Afrique. Nous voulons mettre les commerçants, les hommes d'affaires et tout le monde africain. Donc par exemple, un commerçant tchadien peut quitter chez lui avec ses marchandises, avec tout ce qu'il y a comme matière première ou autre, et aller commercer par exemple au Zimbabwe ou ailleurs. C'est très intéressant. On va continuer justement à parler des barrières douanières juste après. Mais ce qui a été un fait majeur et un absent marquant, c'était l'absence de Mouamadou Bouhari. Leïla Ndiaye, cette absence a perturbé le début du sommet. Quel impact peut avoir le retrait du Nigeria dans la mise en œuvre effective de la ZLEC? Tout d'abord, il n'est pas souhaitable que le Nigeria se retire. D'abord, on a suivi la déclaration du ministre du Commerce nigérien en début de semaine qui, en tant que porte-parole du gouvernement, a clairement dit qu'ils étaient pour. Il y a eu des achoppements, c'est au niveau des syndicats qui ont trouvé qu'ils n'ont pas été suffisamment consultés. Et raison pour laquelle le Nigeria n'a pas posé sa signature. Cela ne veut pas dire que le Nigeria se retire complètement. Mieux si je dirais au pire des cas, ce qui n'est même pas souhaitable. Et je ne pense pas que ça se fera. Le retrait du Nigeria serait l'échec complètement de cet accord, tout simplement parce que le Nigeria est le leader, ne serait-ce qu'au niveau de la CEDEAO. Et un retrait du Nigeria serait pas du tout souhaitable et je ne pense pas qu'on arrivera à ce stade-là. Et il n'y a pas que parce qu'on est encore au stade des négociations. Et effectivement, il n'y a pas eu que le Nigeria. Il faut aussi noter que l'Afrique du Sud n'a pas signé et combiné avec le Nigeria, ça fait un tiers du PIB du continent. Prime Nyamoya, économiste, quel impact? D'abord, je dois souligner cette initiative historique de la création de la zone de libre-échange continentale. Si vous me permettez, avant de répondre à votre question, revenons à la création en 1963 de l'Union africaine, de l'organisation de l'Union africaine, l'OUA, qui regroupait à l'époque les États indépendants et qui ont réussi malgré tout pendant 55 ans à construire une organisation qui a pu avoir une crédibilité sur le plan politique et sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, nous avons maintenant cette zone de libre-échange continentale qui va s'occuper de plus en plus des questions économiques et je crois que c'est l'avenir de l'Afrique. Se trouve justement dans la résolution des problèmes économiques énormes. Je cite entre autres la création des emplois pour une jeunesse qui s'impatiente parce que nous sommes aujourd'hui à 1,2 milliard et dans 30 ans, 2050, nous serons plus de 2 milliards. Donc il y a des défis énormes. Donc, comment faire sans le Nigeria et l'Afrique du Sud dans cette zone, monsieur Nyamoya? Je ne pense pas que ce soit un refus définitif. Il faut laisser aux grands pays le temps de réfléchir et de voir le contour de toutes les questions. Mais je vous dirais déjà que l'Afrique
en tant que continent, y compris l'Afrique du Sud et le Nigeria, pèsent à peine 3% du commerce international. Donc tous les pays africains, les 54 pays africains, nous avons tous intérêt à créer cette zone de libre-échange. Je crois que c'est tout le monde qui va y gagner. Il y a des problèmes bien sûr internes, problèmes politiques internes qui ont été soulignés, mais je pense qu'avec le temps, ça va se résorber. Ambassadeur Ahmad Sakine Ouad, à cet instant, connaît-on la liste des autres pays non signataires et leurs raisons? Moi, je pense qu'il ne faut pas parler en termes... Moi, je vous dis, c'est une grande réussite. Pourquoi? Parce que quand vous prenez le total des pays qui ont signé l'accord, nous avons 44 États. Nous avons aussi la déclaration qui est un élément important parce que c'est un engagement solennel politique d'un pays qui a dit voilà l'importance de la zone de libre-échange. Donc nous avons 47. Il y a un élément aussi détail qu'il ne faut pas oublier. Les protocoles sur la libre circulation des personnes, les droits de résidence et les droits d'établissement. Celui-là a été signé par 30 personnes. Vous voyez, quand on a signé conjointement, concomitamment, les protocoles de la zone de libre-échange continentale, avec une déclaration politique haute des chefs d'État et des gouvernements, et avec en plus un protocole sur le libre... Donc je pense qu'il faut voir cet élément détail qui est très important. À l'époque, on ne parlait plus de zone de libre-échange commercial. Maintenant, c'est une réalité. Le fait de dire que le Nigeria n'a pas signé ça, ce n'est pas un problème. Le Nigeria est un grand pays africain qui participe de façon active, de manière très active, dans tous les sommets et dans toutes les activités, par exemple, de l'Union africaine. On est membre du Conseil de paix et sécurité plusieurs fois, dans le cadre de la réforme. Vous avez, tous ces processus a été piloté par des États, parmi lesquels il y a des États qui ont signé, d'autres qui n'ont pas signé. Mais je pense qu'il ne faut pas voir les problèmes à ce niveau. Donc la réflexion d'État est très importante. Vous savez que les protocoles, en tant que la déclaration, les protocoles qui a été signé, il y a encore d'autres protocoles sur les biens et services, nous avons sur les commerces. Effectivement. Vous savez qu'on ne peut pas construire aujourd'hui, par exemple, arriver par exemple à mettre en place une zone de libre-échange continentale tout d'un seul coup. Oui, je comprends. On va justement en parler. C'est déjà un bon pas vers la bonne direction. Mais Bioba Cabine, réfléchissons sur la compensation. Quelle pourrait être la compensation des pays qui ont besoin de recettes douanières pour équilibrer leurs comptes? Encore une fois, merci de m'avoir invité sur ce plateau. En ce qui concerne votre question, je crois que c'est une discussion qui doit avoir lieu en interne. Chaque pays doit regarder quels sont ses secteurs sensibles et de ce fait faire des propositions aux autres membres signataires pour qu'il y ait une négociation. Donc pour un petit pays, les secteurs sensibles peuvent être différents. Et comme le Nigeria, qui a plusieurs secteurs sensibles. Donc je pense qu'il faut juste continuer à négocier. Il faut juste continuer à négocier de bonne foi et je crois que chaque pays, à un moment donné, apportera une contribution à cette question. D'accord. Une zone de libre-échange implique que certains États pourraient perdre leur souveraineté. Qu'avez-vous pour les convaincre comme argument, Laila Ndiaye? Tout d'abord, je m'inscris en faux parce que quand on prend le cas de l'Union européenne, aucun des États de l'Union européenne peuvent prétendre aujourd'hui avoir perdu leur souveraineté. Cet accord de libre-échange est une aubaine pour tous nos pays africains qui gagneraient, je dirais, c'est un grand progrès tout d'abord, une avancée notable et qui va permettre, comme disait tantôt l'ambassadeur, de créer des emplois pour notre jeunesse, qui va permettre de diversifier nos économies, qui va permettre de renforcer la formation, par exemple, chez les jeunes, chez les cadres, qui va permettre aussi d'industrialiser l'Afrique. Donc, je ne pense pas qu'il faudrait réfléchir en termes de perte de souveraineté, parce qu'aujourd'hui, pour avoir une Afrique qui gagne, il faut avoir une Afrique qui parle le même langage, une Afrique intégrée,
Et cette intégration passe d'abord par la libre circulation des biens et des personnes, mais aussi intégrer notre économie pour pouvoir demain vraiment parler un autre langage à la table avec l'Union européenne, avec l'Amérique, avec l'Asie. Donc la question de souveraineté, à mon avis, ne se pose pas. Très rapidement, Biova Cabine, ce projet de libre-échange continental doit mener à une baisse progressive des barrières douanières, mais le projet prend-il en compte la corruption? Est-ce que ça peut être un frein important à ces échanges, très rapidement? Je crois que la corruption fait partie des barrières non tarifaires. Donc, et cette année, c'est l'année de la lutte contre la corruption au niveau de l'Union africaine. Et je pense que les chefs d'État ont bien pensé à pousser, à vraiment signer cet accord, parce que véritablement, ça va permettre, lorsque les entrepreneurs pourront traverser les frontières, ça va pousser ces pays-là à se restructurer, pouvoir attirer ces investisseurs. Donc aujourd'hui, la compétition est ouverte et je pense que c'est l'Afrique qui en sort grandie. L'Afrique qui en sort grandie. On continue cette conversation. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum s'est allé au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres. Nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Raïssa Girondin en votre compagnie. Nous retrouvons nos invités avec moi sur notre plateau dans la capitale américaine, Laila Ndiaye, vice-présidente d'Initiative for Global Development, Biova Cabine est directeur des infrastructures et des investissements pour Corporate Council en Africa. Et au téléphone en direct d'Abidjan, Prime Nyamouya, économiste. Et sur Skype, nous avons la chance d'avoir en direct de Kigali au Rwanda l'ambassadeur représentant permanent de l'Union africaine auprès de l'Union européenne, Ahmad Sakin Awad. Nos téléspectateurs ont réagi en ligne. Quelques commentaires Facebook. Raymond Louchima de la RDC, la création de la zone de libre-échange entre 44 pays africains facilitera l'émergence de l'économie, mais parmi ses faiblesses figure l'absence du géant Nigeria. Hassan Omar Boulale, gage de Djibouti, la zone de libre-échange est une opportunité d'entraide et de consolidation de l'intégration africaine, mais il faut mesurer l'impact et les spécificités de chaque pays pour équilibrer l'apport et le gain de cette zone. Le principe de gagnant-gagnant doit être la base de toute négociation. Un autre d'Alphonse Boaki de RDC, Paul Kagame veut imprimer sa marque en prenant cette initiative sans en calculer minutieusement les aboutissants. Puis, pour finir, Guillaume B. Valentin du Tchad, cette signature n'aura de respect seulement que sur papier et sur la voie publique. Il y aura toujours du racket au niveau douanier. Il faut supprimer les postes de douaniers et policiers qui arnaquent les commerçants. Biova Cabine, sans les investissements dans les infrastructures, n'est-il pas un risque que les pays les plus faibles ne puissent soutenir la concurrence? Il y a ce risque-là, c'est vrai. Mais en même temps, comme on parle d'un seul marché, il bénéficierait à chaque pays de faire, lorsqu'on parle de projets d'infrastructure, que ce soit des projets intégrant chaque pays. Et pas seulement un grand projet dans un pays comme un arbre qui cacherait la forêt. Mais on doit penser différemment et commencer à avoir des projets structurants qui vont de Lagos jusqu'à Addis Abeba, pourquoi pas d'Alger jusqu'à Johannesburg. Monsieur l'ambassadeur Ahmad Sakin Awad, quelle est la responsabilité des communautés économiques régionales dans ce traité? Est-ce qu'elles peuvent faciliter la coordination avec les États? Exactement. Moi, je pense que c'est important. C'est l'objectif même recherché, c'était quoi? C'était d'abord la base, c'était le traité d'Abuja qui instituait la mise en place d'une commission économique pour l'Afrique. Donc maintenant, la zone de libre-échange va être effective. Donc
effectivement, donc toutes les communautés économiques régionales, le CEDEAO, la CAC, la SADC, l'UMA, l'IGAD, tout East African Community, donc c'est elles qui vont servir des relais. C'est plus important parce que quand on prend la zone comme CEDEAO en étant déjà intégrée, donc elle pourra très bien commercer avec la communauté économique des États de l'Afrique centrale et vice-versa. Donc nous, à travers cette façon, la libre-échange commercial, donc nous voulons que les communautés économiques régionales puissent être au devant de la scène. C'est elles qui doivent impulser jusqu'à arriver à une union douanière de toute l'Afrique. Oui, effectivement. Mais pourquoi la ZLEC va-t-elle réussir là où des communautés économiques comme la CEDEAO, la SADC ont du mal à être effectives quand il s'agit de libre-échange et de libre circulation des personnes par-delà les frontières? Moi, je pense qu'il faut relativiser les choses. Une intégration, elle se construit de façon progressive. Vous savez, l'intégration, il faut d'abord des effets des pays, par exemple, qui sont des locomotives. On a vu avec la Côte d'Ivoire à la CEDEAO. Donc ces pays locomotives accompagnés du Nigeria, vous voyez maintenant au niveau de la CEDEAO, l'espace est une réalité. Il y a une union économique monétaire. Donc vous voyez par exemple les commerces avec la signature de la tripartite entre l'Égypte, autres, tout ça, c'est des pays qui commercent. Donc je pense que c'est un processus très progressif et très important. Et vous l'avez même vous écouté à travers... C'est vraiment une attente de toute la jeunesse africaine qui attend là. Donc, les droits d'établissement est important parce que ça va de pair avec l'autre. La libre circulation des personnes et des biens, ça c'est important également. Donc maintenant, par rapport aux mécanismes qui vont être mis en place. Donc c'est un truc qui va être progressif et ça va permettre aussi aux États, par exemple, d'abord de s'industrialiser. Ça c'est la première chose qui est la plus importante. Comment nous allons transformer nos matières premières, ça c'est la plus importante et ce qui permettra également aussi que l'Afrique commerce entre elles, mais l'Afrique aussi commercera avec les restes du monde, avec l'Europe effectivement, avec la Chine également, avec les États-Unis et bien d'autres. Vous avez parlé de la jeunesse africaine, mais est-ce que, Leïla Ndiaye, est-ce que le secteur privé et le secteur civil sont impliqués dans ces négociations? Qu'est-ce que la ZLEC signifie pour les business africains et les entrepreneurs? Déjà, quand vous prenez le cas du Nigeria, la raison pour laquelle ils n'ont pas signé l'accord, c'est parce que certains syndicats, au niveau de la société civile, même au niveau du secteur privé, n'ont pas jugé qu'ils avaient été suffisamment impliqués dans les négociations. Et je pense qu'il est très important qu'il y ait ce dialogue-là avec le secteur privé, la société civile, parce que les implications sont énormes. Quand on prend tout simplement le cas de la jeunesse, la création d'emplois, quand on prend nos problèmes de sécurité aujourd'hui, quand on sait que ces jeunes-là sont employés par des groupes terroristes, et la société civile a son rôle à jouer, a son mot à dire. Quand on pense que aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une Afrique, certes, qui est intégrée, qui est unie, mais on parle même aujourd'hui d'avoir un passeport unique. On parle aujourd'hui d'avoir une monnaie unique. On en parlera justement tout à l'heure, etc. On en parlera même tout de suite. Donc ça doit être un dialogue inclusif et certes impulsé par les politiques, mais la mise en œuvre, l'application de toutes ces dispositions, si on ne prend pas en compte le secteur privé et la société civile, on risque d'être voué à l'échec. Parlons de la monnaie justement, Prime Niamoya. Il y a un aspect justement de ce commerce intra-africain, c'est la monnaie avec des pays qui utilisent le franc CFA par exemple et d'autres pays qui utilisent leur propre devise. On fait comment? Alors là, je répondrai, comme l'ont dit tout à l'heure mes collègues, il y a d'abord la volonté politique. La volonté politique de créer l'Union africaine. La volonté politique de créer la zone de libre-échange continentale qui existe déjà, il faut la renforcer. Et je pense que pour la question qui concerne la monnaie ou les monnaies régionales, les grands acteurs doivent être consultés. Ce sont les banques centrales de chaque pays qui disposent d'énormes ressources financières et humaines pour réellement, il faut les mettre à contribution pour la réflexion à la création d'une monnaie ou de plusieurs monnaies régionales. Je pense que
C'est la première, sous la houlette bien sûr de l'Union africaine. Il y a également toutes les organisations régionales, comme ça a été dit tout à l'heure, l'UMOA, la communauté est-africaine, la CAC, etc. Toutes ces organisations régionales d'intégration devraient être coordonnées par l'Union africaine pour véritablement atteindre l'objectif que nous nous fixons. Nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes. Oui, Leïla Ndiaye, pensez-vous honnêtement que Washington, que Pékin, Moscou, Paris vont encourager ce processus? Tout à fait, tout à fait. Vous savez, c'est un gigantesque chantier. Et aujourd'hui, une zone de libre-échange continentale va non seulement permettre de développer les infrastructures, et aussi d'avoir des champions nationaux, donc par secteur, de diversifier nos économies, d'industrialiser l'agro-industrie par exemple. Quand on prend le cas des États-Unis avec l'AGOA, il y a beaucoup de produits aujourd'hui, beaucoup de sociétés africaines qui ont du mal à vendre leurs produits ici, tout simplement parce que ce ne sont pas des produits finis. Et donc ça va permettre à nos petites et moyennes entreprises non seulement de se développer, mais aussi de pouvoir commercer et de répondre à la demande quand il s'agit des États-Unis, la quantité et aussi la qualité des produits. Vous avez parlé d'agro-industrie, d'agro-business. J'ai une question pour Biova Cabine, même si elle n'est pas au niveau financier, mais il y a des risques sociaux qui sont liés à cette zone de libre-échange. Est-ce que la ZLEC va contribuer à faire baisser les barrières et les entraves qui empêchent, par exemple, le développement agricole pour assurer la sécurité alimentaire? Est-ce qu'on a pensé à ça? Ça fait partie des objectifs de cette zone, pour faire baisser ces barrières-là. Mais je vais répondre également en utilisant l'exemple de l'Union européenne, où lorsque la Pologne allait rentrer, on parlait de la peur du plombier polonais qui allait venir prendre le travail des plombiers en Europe de l'Ouest. Et il s'est avéré que cela ne s'est pas fait. En fait, ce qu'on a vu également en Europe, c'est que des fermiers français allaient en Pologne, allaient en Ukraine, pour pouvoir former leurs collègues ukrainiens, polonais, mais également produire là-bas, ce qui faisait augmenter la qualité de la production locale et pouvait maintenant venir vendre dans d'autres parties, dans d'autres zones de l'Europe. Donc, je crois que c'est exactement ce qu'on va voir en Afrique. On va voir une augmentation de la qualité, une augmentation donc des produits finis africains qui vont être vendus premièrement sur le marché local avant d'être vendus sur le marché international. Ambassadeur Ahmad Sakin-Awad, qu'en est-il justement de la question de l'emploi? Est-ce que cette zone, comme l'a indiqué Biova Cabine, cette zone de libre-échange va contribuer à créer des emplois décents? Effectivement, vous savez, aujourd'hui l'Afrique, en se regroupant dans cette zone de libre-échange continentale, la première chose à développer, c'est quoi? C'est l'industrialisation. Les droits d'établissement. C'est quand on a déjà un droit d'établissement, on ouvre par exemple la liberté d'une entreprise. Une entreprise camerounaise peut s'installer au Tchad et peut prendre par exemple des employés tchadiens. Et elle peut même prendre d'autres employés. Parce que si on voit qu'en termes de main-d'œuvre, il y a une main-d'œuvre importante qui est là, donc on peut chercher partout en Afrique comme la mobilité existe. Donc il n'y a pas de barrière pour entrer donc, par rapport à tout cela. Effectivement, ça crée énormément d'emplois. Et quand on crée, par exemple, ça va être le mot de la fin, monsieur l'ambassadeur, plus de barrières, oui. Une zone panafricaine. Ainsi s'achève ce Washington Forum. Merci à tous nos invités qui ont contribué, à nos collègues de Washington. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Raïssa Girondin en direct de la capitale américaine. Excellente suite de programme.
VOA Afrique.